Mes chers compatriotes, nous sommes le 14 avril 2023, le jour où le Conseil constitutionnel avait promis de rendre sa décision sur cette fameuse loi sur la réforme des retraites et en particulier sur sa disposition phare des 64 ans. Alors, avant d'en venir au vif du sujet, je voudrais quand même rappeler ou informer mes concitoyens sur ce que c'est que le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, qui fait partie de la Ve République, qui n'existait pas, il n'y avait pas de précédent auparavant dans les constitutions de la République, avait été créé au moment donc de la Constitution de 58 par Charles de Gaulle du bout des lèvres. En fait, il n'en voulait pas pour une raison qu'il faut bien comprendre. C'est qu'à l'époque, je l'ai dit, ça n'existait pas auparavant dans les républiques antérieures, à l'époque, on considérait que le peuple français était le peuple souverain et que s'il y avait une difficulté, c'était au peuple souverain de trancher. Et donc, il y avait une crainte de voir apparaître ce que l'on appelait, et ce que l'on appelle toujours d'ailleurs, un gouvernement des juges, c'est-à-dire que des juges, qu'ils soient élus ou non élus, pourraient avoir, de leur simple petite personne, pourraient décider pour un peuple entier de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Vous l'avez compris, le Conseil constitutionnel s'inspire énormément de la Cour suprême des États-Unis, qui, elle, existe depuis l'origine des États-Unis d'Amérique, donc depuis la Constitution américaine, mais ça ne correspond pas à une tradition française. Et donc De Gaulle avait tenu ça en suspicion. Et le fait qu'il ait tenu ça en suspicion explique l'origine, la genèse et notamment la composition de ce Conseil, qui est constitué, actuellement dans la Constitution, c'est dans le titre 7, c'est l'article 56 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel est constitué de 9 membres qui sont nommés chacun par groupe de 3, tous les 3 ans, puisqu'ils sont nommés pour un mandat de 9 ans non renouvelable, qui est renouvelé par tiers. Donc tous les 3 ans, il y a 3 membres qui s'en vont, qui ont fait leurs 9 ans, et 3 membres nouveaux qui arrivent. Et les membres du Conseil constitutionnel sont nommés par le président de la République, par le président du Sénat et par le président de l'Assemblée nationale. Donc il y avait eu dès l'origine la volonté d'avoir des juges qui seraient en fait désignés par les 3 plus hautes instances de la République, puisque je vous rappelle que si un président de la République décède, comme ce fut le cas de Pompidou en 1974 ou est empêché, celui qui fait l'intérim, c'est le numéro 2, le deuxième personnage de l'État, c'est-à-dire le président du Sénat, aujourd'hui Gérard Larcher, et le numéro 3, c'est le président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui Madame Yaël Braun-Pivet. Donc, il y avait d'emblée cette volonté de limiter ça de façon très, très, très étroite. Et du reste, à l'époque, ne pouvait saisir le Conseil constitutionnel qu'un nombre extrêmement limité de personnes, c'est-à-dire le président de la République lui-même, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, c'était extraordinairement limité. De Gaulle n'aimait pas le Conseil constitutionnel, ne voulait pas de ça. Il voulait que ce soit le peuple qui tranche. D'ailleurs, j'en profite pour signaler, ce que l'on ne signale pas suffisamment, c'est que pendant que De Gaulle a été au pouvoir, il y a eu beaucoup de consultations électorales. Il y a eu le référendum de 1958 pour ou contre l'adoption de la Constitution française de la Ve République. Il y a eu ensuite, suite à la dissolution qu'il avait prononcée de l'Assemblée nationale en 62, les élections législatives de 1962. Ensuite, il y a eu le référendum de 1962 sur l'élection au suffrage universel du président de la République. Ensuite, il y a eu, en 1965, l'élection, justement, du président de la République au suffrage universel avec les 2 tours. Ensuite, il y a eu les élections législatives normales de 1967, 5 ans après celles de 62. Ensuite, il y a eu la dissolution suivie donc de nouvelles élections législatives en 1968. Et enfin, il y a eu le référendum de 1969 sur la régionalisation qui a fait que De Gaulle, ayant été mis en minorité, a démissionné. C'est-à-dire quand même 7 consultations majeures. Je ne parle pas des élections départementales, communales. Je parle des élections majeures de la Ve République et qui ont eu lieu pendant son mandat ou un petit peu avant avec le référendum de 69. 7, alors qu'il est arrivé au pouvoir en décembre 58, et on est parti en avril 69, c'est-à-dire il est resté au pouvoir pendant 10 ans et à peu près 5 mois. Donc ça, c'est 4 mois. C'est vraiment important à comprendre, c'est-à-dire qu'il y avait quasiment une élection, 7 élections en 10 ans.
En attendant, le Conseil constitutionnel n'avait pas fait preuve de beaucoup de présence ni de véhémence pour faire respecter les institutions de la République et plus exactement le droit constitutionnel. Il y avait eu une crise qui avait eu lieu notamment au moment du référendum de 1962 puisque Charles de Gaulle, pour faire modifier la Constitution et faire adopter l'élection du président de la République au suffrage universel, avait eu recours à un article, c'est l'article 11 de la Constitution, ce qui avait été extrêmement vivement reproché par les tenants de l'ordre ancien, qui voulaient que ce soit l'article 89 qui soit utilisé, puisque l'article 89 supposait qu'il fallait que les parlementaires donnent leur accord, alors que justement, De Gaulle ne voulait pas que les parlementaires donnent leur accord, parce qu'ils ne l'auraient pas donné. Il s'agissait, avec l'élection au suffrage universel du président de la République, de contourner les partis. Je dis ça parce qu'à l'époque, le Conseil constitutionnel, qui avait été saisi, notamment par le président du Sénat, Gaston Monnerville, qui avait à l'époque parlé de forfaiture de Gaulle, eh bien le Conseil constitutionnel avait attendu que les événements se passent, et une fois que les événements s'étaient passés, et qu'il y avait une large majorité de Français qui étaient allés voter, et une large majorité qui avait voté oui au référendum sur l'élection au suffrage universel du président de la République, le Conseil constitutionnel avait un peu joué les Ponce Pilate en disant écoutez, le fait qu'une majorité du peuple français soit allé voter et ait voté oui a purgé cette procédure de son vice potentiel d'inconstitutionnalité. Voilà. En attendant, le Conseil constitutionnel, par sa formation, par le fait que les gens qui sont nommés le sont par le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, sans qu'il y ait aucune contrainte de compétence, ils sont donc nommés par le fait du prince, eh bien pèse de tout son poids sur la composition de ce collège, qui est quand même très proche du pouvoir. En 1900, dans les années, lorsque Giscard a été élu président de la République, pour faire face à une demande émanant notamment de l'opposition de gauche, qui était dans l'opposition depuis longtemps, Giscard, qui voulait une démocratie avancée, avait quand même fait évoluer de façon substantielle les choses en accroissant ce que l'on appelle la saisine du Conseil constitutionnel. Il avait autorisé à ce qu'une question soit déposée devant le Conseil constitutionnel à condition qu'elle soit proposée par 60 députés ou sénateurs qui pouvaient donc faire un recours devant le Conseil constitutionnel. Avant, ça n'était pas autorisé. Avec Giscard, c'est devenu autorisé, et c'est ce qui explique qu'il y a eu une augmentation considérable des saisines du Conseil constitutionnel, puisque c'était quand même un cadeau offert à l'opposition parlementaire bien entendu, puisque tout ça restait quand même dans les mains des députés et des sénateurs. Voilà. Ainsi conçu, le Conseil constitutionnel donc est régi par plusieurs articles qui sont dans le titre 7 de la Constitution, et le premier de ces articles, c'est l'article 56, qui pose le fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les 9 membres du Conseil constitutionnel sont nommés pour 9 ans, et qu'ils sont nommés par le président de la République, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat. Il est bien précis, il n'y a aucune précision sur les compétences que doivent avoir ces personnes. De telle sorte que l'on a eu très généralement des personnes, c'est le cas actuellement, qui ont été nommées par la faveur du prince, comme on dirait, sans qu'il y ait particulièrement des compétences extraordinaires en matière constitutionnelle. Ça vaut le coup de regarder aujourd'hui d'ailleurs qui sont les membres du Conseil constitutionnel. Il y a d'abord le président Laurent Fabius qui, comme tout le monde sait, a été un ancien élève de l'ENA, membre du Conseil d'État, qui a été notamment ministre, mais surtout Premier ministre de Mitterrand de 1984 à 1986, qui a de nouveau été ministre ultérieurement, ministre des Affaires étrangères notamment, et qui est donc le président du Conseil constitutionnel, nommé par François Hollande en 2016, et il a aujourd'hui 76 ans. Il y a également, les autres membres sont Michel Pineau, qui a également 76 ans, qui est un ancien conseiller d'État et qui a été nommé par le président du Sénat Gérard Larcher en 2016. Alors, conseiller d'État, c'est quelqu'un donc de la plus haute juridiction administrative française, pour les actes administratifs. La plus haute juridiction, on pourrait dire, c'est justement le Conseil constitutionnel qui est au-dessus de tout ça, qui lui gère la Constitution. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un membre du Conseil d'État, il a certes des compétences dans le domaine du droit, mais il n'est pas un spécialiste du tout de la Constitution. Ça n'est pas son boulot. Il n'a pas eu à s'y pencher et il n'a pas non plus, il n'y a pas de directive claire sur ce qu'il doit faire. J'y reviendrai tout à l'heure.
En tout cas, donc, Michel Pineau a 76 ans, comme Laurent Fabius. Ensuite, il y a une dame, Madame Corinne Luquiens, qui est une ancienne secrétaire générale de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le plus haut poste de fonctionnaire de l'Assemblée nationale. C'est une administrateur de l'Assemblée nationale. Elle a eu à s'occuper notamment de la commission des lois. Elle a été nommée par le président de l'Assemblée nationale en 2016. C'était le socialiste Claude Bartolone. Et elle a 70 ans. Alors elle aussi, elle n'est pas spécialiste du droit constitutionnel. Elle connaît l'élaboration des textes de loi. Ça, c'est exact. Elle a quand même des lueurs, bien sûr, mais ça n'est pas quelqu'un qui a eu à traiter toute sa vie des problèmes constitutionnels. Il y a également autre membre, c'est Jacques Mézard. Jacques Mézard qui est un ancien avocat, qui a ensuite été maire et qui a été il a fait un parcours politique. Il a été ministre de l'Agriculture du gouvernement d'Édouard Philippe, donc avec Emmanuel Macron. Il a été nommé par Emmanuel Macron en 2019. Il a aujourd'hui 75 ans. Puis vous avez M. François Pillet, qui est également un ancien avocat, un ancien sénateur, ancien membre de la commission des lois du Sénat, qui a été nommé par Gérard Larcher en 2019 et qui a aujourd'hui 72 ans. Puis Alain Juppé, que tout le monde connaît, qui est un ancien inspecteur des finances, donc venant de Bercy, et qui a été ministre des Affaires étrangères, Premier ministre de Jacques Chirac, et qui a été nommé au Conseil constitutionnel par le président de l'Assemblée nationale macroniste, Richard Ferrand, en 2019. Alain Juppé a aujourd'hui 77 ans. Puis vous avez Jacqueline Gouraud, qui est une enseignante à l'origine, et qui a fait de la politique sous l'aile de François Bayrou, qui est devenue notamment sénatrice, et qui a été ministre d'Édouard Philippe, donc dans le gouvernement Macron, et qui a été nommée au Conseil constitutionnel par Macron en 2022. Madame Gouraud a aujourd'hui 72 ans. Puis vous avez M. François Sénins, qui est un ancien conseiller d'État, qui a été auparavant directeur de cabinet du président du Sénat, M. Gérard Larcher, et qui a été nommé par Gérard Larcher en 2022 au Conseil constitutionnel. Il a 65 ans. Et enfin, vous avez le dernier membre de ces 9 membres, c'est Madame Véronique Malbec, qui est une ancienne magistrate. Elle a été procureure notamment dans les tribunaux. Elle a été directeur de cabinet du ministre de la Justice et elle a été nommée par le président de l'Assemblée nationale macroniste Richard Ferrand. Elle a été nommée en 2022 et elle a actuellement 64 ans. Voilà les 9 membres du Conseil constitutionnel. Il y a quand même des caractéristiques tout à fait extraordinaires. La première, c'est que le plus jeune, c'est une dame qui a 64 ans passés. C'est-à-dire que pour juger de la réforme sur les retraites, il n'y en a pas un seul des 9 membres qui a moins de 64 ans. Deuxièmement, aucune de ces 9 personnes n'a de compétences spécifiques sur le droit constitutionnel. Ce ne sont pas des gens qui ont été blanchis sous le harnais, qui sont des professeurs de droit constitutionnel, des gens qui auraient réfléchi toute leur vie, des gens qui connaîtraient les expériences des autres pays, des autres démocraties, comment ça se passe aux États-Unis, comment ça se passe en Allemagne, par exemple. Donc, qui n'ont pas fait ça. Et ce sont en fait tous, dans tous les cas, des gens qui, ils ont des connaissances en droit. Pour la plupart, c'est pas le cas particulièrement de Madame Jacqueline Gouraud, par exemple. Mais la plupart, ceux qui ont été au Conseil d'État ont quand même des connaissances en droit, mais ce n'est pas du droit constitutionnel. Et puis enfin, si on regarde toutes ces personnes, ce sont quand même des personnes qui sont toutes, ou à peu près toutes, je n'en connais pas, qui se soient déclarées hostiles à la réforme des retraites. Ce sont des gens qui sont très proches de Macron, ou qui ont été nommés par Édouard Philippe, ou qui, même lorsqu'il s'agit de quelqu'un comme Alain Juppé, qui est tout à fait en faveur de la réforme des retraites, ou qui sont proches de Gérard Larcher, qui est aussi en faveur de la réforme des retraites. C'est-à-dire que, normalement, les sondages montrent qu'il y a 75 ou 80% des Français qui sont hostiles à la réforme des retraites, et dans ce Conseil constitutionnel, il y a des personnes qui n'ont pas de compétences particulières en matière de droit constitutionnel, qui ne sont pas des juristes qui se sont spécialisés là-dessus, ce sont des politiques. Or, il se trouve que ce sont tous des politiques qui sont favorables à la réforme. Voilà. J'ajoute aussi que si on fait la moyenne d'âge, on s'aperçoit que c'est quand même des personnes
très âgés, puisque la moyenne, c'est 71 ans et 11 mois, quasiment 72 ans de moyenne d'âge, les deux plus jeunes ayant mon âge, c'est-à-dire 64-65 ans. Voilà. Et donc tous les autres ayant plus de 70 ans. Donc ça n'est pas du tout représentatif de la population française. Alors, évidemment, ça donne le soupçon de magistrats qui ne sont pas là, en fait, pour faire régner le droit. L'esprit des institutions, ça c'est très important, ce qu'on appelle l'esprit des institutions, c'est qu'est-ce qu'il a été choisi, qu'est-ce qu'il a été voulu. Normalement, un Conseil constitutionnel ou une Cour suprême est là pour faire prévaloir un intérêt supérieur de la nation et pour faire prévaloir un contre-pouvoir aux institutions. Mais comment peut-on être le contre-pouvoir de Macron lorsqu'on a été nommé par Macron ou lorsqu'on a été nommé sous l'influence par Richard Ferrand, sous l'influence d'Édouard Philippe, ou lorsqu'on a été nommé par tout simplement par le Gérard Larcher, le président du Sénat. Bon, donc on voit bien que c'est une institution qui dysfonctionne complètement. J'en sais quelque chose et je voudrais citer ici quelques exemples de dysfonctionnement majeur. Il y a un article, qui est l'article, je crois, 58 de la Constitution, qui prévoit que les membres du Conseil constitutionnel doivent absolument s'abstenir de toute prise de position publique, il ne doit pas y avoir, c'est incompatible avec toute autre profession, etc., etc. Au moment du traité de Maastricht, en 1992, il y avait un des membres éminents du Conseil constitutionnel de l'époque qui était Madame Simone Veil. Madame Simone Veil avait commencé à faire campagne pour le oui au référendum, ce qui était un scandale puisque normalement les membres du Conseil constitutionnel on ne doit jamais les entendre parler. Ou alors quand ils sont interrogés, c'est en général, ça arrive au président du Conseil constitutionnel, il doit normalement avoir des propos d'une très grande hauteur de vue sur les institutions françaises et ne jamais, si peu que ce soit, prendre parti pour un camp ou pour un autre. Normalement, c'est leur devoir. Or, Madame Simone Veil, en 92, avait appelé à voter oui, comme ça, pour le référendum de Maastricht. Ça avait fait un scandale à l'époque. Et ce qui avait été trouvé, c'est quand même absolument incroyable, c'est que, normalement, on aurait dû avoir s'il y avait une éthique minimum, le président du Conseil constitutionnel aurait dû demander à Madame Veil soit de se taire, soit de démissionner du Conseil constitutionnel. À ce moment-là, elle reprenait sa liberté. Mais non, ce qui avait été trouvé, c'était une espèce d'arrangement de maquignon incroyable, c'est-à-dire qu'elle s'était mise en congé du Conseil constitutionnel pendant 2 mois, pendant la durée de la campagne. Voilà. C'est-à-dire que, normalement, ils ne peuvent pas prendre de position publique, mais sauf qu'elle avait dit, non, je suis en congé, je suis en vacances. C'est incroyable. Je ne sais même pas si on lui avait retiré ses émoluments, qui sont d'ailleurs très confortables, soit dit en passant, puisqu'ils se sont d'ailleurs, les membres du Conseil constitutionnel se sont récemment octroyé une augmentation de salaire de 73%, je crois savoir, ce sont les emplois les mieux payés de la République. Alors ça, c'est un premier exemple qui ne me concerne pas particulièrement, mais qui concerne quand même cette façon incroyable dont le Conseil constitutionnel s'était permis de gérer un problème éthique fondamental par une espèce de plaisanterie de garçon de bain, je suis en congé. J'ai eu à connaître du Conseil constitutionnel à 3 égards, personnellement. D'abord, c'est en 2017. En 2017, il avait été donc décidé par le législateur que le Conseil constitutionnel rendrait public 2 fois par semaine le nombre de parrainages arrivés. Or, je vous rappelle que lors de la première lors de la première divulgation des parrainages, donc en 2017, ça devait être au mois de début à mars ou avril, je me rappelle plus, 2017, on avait appris que Asselineau avait obtenu 60 parrainages. Et donc j'étais encore loin des 500, mais il y avait beaucoup d'autres candidats qui avaient... Certains avaient 2 parrainages, d'autres 50, d'autres en avaient 300. Je crois que tout de suite, il avait dû y avoir M. Fillon, qui était candidat, qui avait déjà eu plus des 500 du premier coup, etc., etc. Et c'était publié 2 fois par semaine. Et le vendredi, c'était un mardi, le vendredi suivant, alors que nous savions
quels étaient les maires qui allaient me parrainer. Nous les suivions à la trace. On veillait bien à ce qu'ils envoient, comme prévu, leur courrier au Conseil constitutionnel. On avait quand même des adhérents qui étaient là. On tenait un compte extrêmement précis. Et donc le vendredi suivant, d'une façon qui est toujours restée inexpliquée, eh bien, tous les candidats ont progressé singulièrement. Certains ont dépassé à cette occasion les 500. Il y avait donc eu déjà Monsieur Hamon, sans doute, je ne sais pas si Madame Le Pen avait franchi, peut-être pas dès le deuxième coup, mais en tout cas Benoît Hamon, oui. Il y avait également Jean-Luc Mélenchon ne devait pas en être loin, etc. Il y a un candidat et un seul qui n'avait pas bougé, c'était moi. J'étais resté à 60 parrainages. J'avais donc appelé le Conseil constitutionnel, j'avais appelé M. Vallée, qui était à l'époque le secrétaire général du Conseil constitutionnel, en protestant, en disant que c'était absolument impossible. C'était impossible. Il avait d'ailleurs bredouillé quelque chose de pas très clair en disant oui, mais que quoi, ils avaient été pris par le temps et donc malheureusement, pour ce qui me concernait, j'étais le seul, comme par hasard, où ils n'avaient pas pu faire les comptes. Moi, l'interprétation que j'ai de cet incident, c'est que je pense qu'ils avaient été très surpris de voir que j'avais 60 parrainages au premier coup, et qu'ils avaient dû être d'autant plus surpris de voir des dizaines et même des centaines de parrainages arriver ensuite, et qu'ils avaient donc dû se dire, je suppose, qu'il ne fallait pas le rendre public pour éviter qu'il y ait un effet d'entraînement auprès des maires hésitants. Ils ont dû se dire que si on disait qu'Asselineau, au moins le vendredi, passait de 60 à 190 ou 210, eh bien à ce moment-là, ça allait décider d'autres maires à parrainer. Donc je pense que c'est ça le calcul qui a été fait, parce qu'il n'y a aucune autre explication normale pour qu'un candidat soit différemment traité des autres et qu'on ne vienne pas nous dire que c'est pour des problèmes de questions d'agenda ou de temps. Ça n'est pas possible pour une institution de cette nature. Le résultat, d'ailleurs, c'est que le mardi suivant, là, ils avaient été tellement surpris par la vague des parrainages qu'ils avaient été obligés de reconnaître que j'en avais 480, donc j'étais passé de 60 à 480, et donc à la grande surprise, et à la grande fureur d'ailleurs, de l'oligarchie qui tient le système et qui s'étaient bien jurés qu'ils n'avaient pas vu venir le coup, mais que ça ne serait plus jamais le cas. On a vu ce que ça a donné en 2022. Donc voilà le Conseil constitutionnel. J'en ai, même si je n'ai pas de preuves exactes, il y a quand même ce fait vraiment très très étrange qui a été le fait que j'ai été le seul candidat à n'avoir prétendument reçu aucun parrainage pendant 3 jours, alors que nous savions que des dizaines et des dizaines étaient arrivés entre-temps. Ça, c'est la première fois. La deuxième fois, c'est au moment des élections européennes de 2019. Au moment des élections européennes de 2019, nous avons fait 1,14% des suffrages. Il y avait 34 listes. Bien. Nous avions eu d'ailleurs une médiatisation extrêmement faible, et donc on avait fait 1,14%, ce qui n'était certainement pas mirobolant, mais enfin, sur les 34 listes, nous étions arrivés, je crois, au 13e rang, donc il y avait quand même pire que nous. Bon. Et nous avions examiné le sujet, on s'était rendu compte qu'en Allemagne, où il y a aussi des élections européennes, eh bien, un parti politique a un siège au Parlement européen à partir du moment où il dépasse 1% des suffrages. Et donc, nous avions fait nos calculs et on s'était dit, mais si c'était la même règle qu'en Allemagne, à la proportionnelle, eh bien, nous devrions avoir un député au Parlement européen. Et comme j'étais tête de liste, accessoirement, c'eût été moi. Et donc, on avait fait une instance devant le Conseil constitutionnel en expliquant qu'au moment où l'on parle d'Europe, d'unité européenne, d'unification européenne, on ne voyait pas pourquoi nous avions en France un système qui fait qu'il faut dépasser 5% des suffrages pour avoir les premiers députés au Parlement européen. Ça exclut évidemment beaucoup de petits partis, et c'était d'autant plus injustifiable que nos amis allemands, le couple franco-allemand, enfin vous connaissez le violon, eux le font à partir de 1%. On avait eu recours à un avocat spécialiste du recours devant le Conseil constitutionnel, et nous on avait le droit d'introduire un recours parce que le Conseil constitutionnel, je l'ai dit tout à l'heure, peut être saisi par 60 députés et sénateurs pour des textes de loi, mais pour des élections, il peut être saisi par les candidats eux-mêmes. Puisque c'est l'article, je crois, ça doit être l'article 59, où le Conseil constitutionnel est chargé justement de surveiller le bon déroulement des élections. Alors, nous avions donc introduit un recours en excipant du fait que nous étions traités différemment qu'en Allemagne,
ce qui, pour des élections européennes, posait quand même un problème de différence de représentativité des électorats. Et puis on avait fait également développer une analyse que je crois tout à fait intéressante, c'est que on a montré qu'il y a de plus en plus de listes aux élections européennes depuis 1979. Il y en a à chaque fois 5 ou 10 en plus, puisqu'il n'y a pas de contrainte en fait pour déposer des listes. Il n'y a pas de parrainage. Il faut avoir 74 candidats, donc ça se trouve assez facilement. Et donc tous les 5 ans, il y a de nouvelles listes qui apparaissent comme des champignons après la pluie. Et donc nous avions montré, avec un raisonnement mathématique que j'avais d'ailleurs particulièrement suivi moi-même, on avait montré que si ça continuait comme ça, eh bien il allait y avoir de plus en plus de partis politiques qui passeraient en dessous des 5%, parce qu'il y aurait un émiettement des voix, et donc il y aurait de moins en moins en fait de partis politiques français représentés au Parlement européen. Et donc il était urgent d'adopter la réforme à l'allemande, parce que ça permettait de donner un certain nombre de postes, et notamment s'agissant des élections de 2019, eh bien, il y aurait eu au moins un député français au Parlement européen, c'eût été moi, qui aurait porté la voix des partisans du Frexit. Qu'est-ce qu'a décidé le Conseil constitutionnel ? Eh bien, il a décidé tout simplement, circuler, il n'y a rien à voir. Non, ils ont dit non. Ils ont tranché cela sans aucune explication. On avait fait quand même un mémoire, comme on dit, un dossier très important pour expliquer les inconvénients majeurs du système actuel. Ça a été balayé même pas d'un revers de main, il n'en a même pas été question. C'est-à-dire qu'on a l'impression que en fait, ils n'avaient même pas lu. C'est-à-dire que c'était un jugement en pure opportunité politique. Très probablement, M. Fabius et M. Juppé avaient dû dire on ne peut pas avoir un Asselineau au Parlement européen, donc c'est non. Le problème, c'est que nous avions raison. Et nous allons voir en 2024 comment ça va se passer. Parce que entre-temps, depuis 2019, il y a eu l'élection présidentielle de 2022, et on a assisté à quoi en 2022 ? On a assisté au fait que le candidat des Républicains, la candidate, Madame Valérie Pécresse a fait 4,7% des suffrages, et la candidate du Parti socialiste, Madame Hidalgo, a fait 1,7%. Ce qui signifie que si aux européennes de 2024, les Républicains et le PS font les mêmes scores, comme dans un cas comme dans l'autre, c'est en dessous de 5%, ils n'auront plus de députés. Alors que je rappelle qu'en 2019, la liste de M. Bellamy avait fait 8%, et la liste du Parti socialiste M. Glucksmann, je crois, avait fait 6%. Voilà. Donc, en 2019, ils étaient au-dessus des 5%. En 2024, ils risquent de ne pas être en dessous. En 2024, ils risquent de ne pas être au-dessus des 5%, et donc ils disparaîtront. C'est-à-dire que l'analyse que nous avons formulée au Conseil constitutionnel se révèle exacte, et il est possible qu'en 2024, il y ait plus que des députés simplement de 2 ou 3 ou 4 partis, et que certains des grands partis que nous connaissons n'aient pas de députés au Parlement européen. On s'en remettra, vous me direz, mais ça pose un véritable problème de démocratie. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est pour vous montrer que le jugement qui a été apporté par le Conseil constitutionnel n'était pas un jugement pour voir à loin, c'était pas un jugement pour essayer de coller au mieux aux aspirations populaires, parce que ça ne dérangeait personne en définitive que l'UPR ait un candidat et un député au Parlement européen. Qu'est-ce que ça pouvait changer ? Ça aurait changé pour nous, ça aurait changé pour la parole apportée au Parlement européen, mais sur le fond, ça n'aurait pas changé les évolutions politiques. Bon, mais non, même ceci a été jugé néfaste. Et puis la troisième expérience que j'ai du Conseil constitutionnel, c'est en 2022, puisqu'en 2022, je rappelle quand même que nous avons eu cette procédure inimaginable de M. Bayrou, qui s'est autoproclamé le grand dispensateur des parrainages. Il est commissaire au plan, ça n'est absolument pas dans ses fonctions. Il n'est absolument pas prévu nulle part dans la Constitution française qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour centraliser les parrainages, pour donner un coup de pouce ici ou là à tel ou tel candidat et pas à d'autres. Je rappelle que M. Bayrou a décidé de donner beaucoup de parrainages à M. Poutou. Il a jugé, sans doute avec M. Macron, qu'il était important en 2022 d'avoir 2 candidats trotskistes, 2 candidats d'extrême gauche, Mme Artaud et M. Poutou, qui étaient très loin d'avoir des parrainages, si on en avait plus que lui. Et moi, en revanche, M. Bayrou, que j'ai eu 2 fois au téléphone, m'a fait comprendre que c'était une fin de non-recevoir. Il a refusé de me donner le coup de pouce qu'il a donné
à d'autres personnes, comme notamment à M. Zemmour, à M. Poutou. Voilà. Donc voilà les expériences que j'ai du Conseil constitutionnel, qui montrent que c'est une institution qui ne joue pas son rôle. Alors, le résultat, vous le connaissez, il est sorti aujourd'hui, il est sorti ce soir. Le Conseil constitutionnel, en gros, valide l'essentiel des dispositions de la loi sur la réforme des retraites. Il fallait être un peu naïf pour penser qu'il pût en être autrement, mais il aurait pu en être autrement. Il aurait pu en être autrement parce que si ça avait été des juges jugeant en droit, il y avait des arguments très puissants pour invalider toute la loi. Le premier élément le plus puissant, c'est que ce projet de loi avait été intégré dans un projet de loi de finances rectificative et non pas dans un projet de loi spécial. Or, le projet de loi de finances rectificative est fait pour modifier la loi de finances d'origine qui fixe le budget de l'État pour une année. Il y a une loi qui fixe en fin d'année, qui fixe quel doit être le budget de l'État, ministère par ministère, tout ça est très très précis. Et puis au cours de ce que l'on appelle l'exécution budgétaire, c'est-à-dire au cours de l'année, eh bien on s'aperçoit qu'il y a des recettes qui sont moindres que prévues dans certains cas, supérieures à ce qui est prévu dans d'autres cas, et qu'il y a des dépenses moindres dans certains cas, supérieures dans d'autres cas, et puis que la politique étant ce qu'elle est, l'art de gouverner étant ce qu'il est, il y a des dépenses nouvelles qu'il faut lancer, il y a des programmes en revanche qu'on annule. Donc il faut qu'il y ait des projets de loi de finances rectificatives pour faire coller les autorisations parlementaires à l'exécution budgétaire. Or, là-dedans, la réforme des retraites n'a à peu près rien à voir là-dedans. Il y a notamment des considérations qui n'ont absolument rien à voir dans un projet de loi de finances rectificative, comme par exemple l'indice senior. Mais de façon générale, la réforme des retraites, c'est une loi d'une importance sociale très considérable qui toute la France s'est enflammée sur cette question. Tous les Français, même les plus humbles, savent très exactement ce que ça signifie de prendre sa retraite à 62 ans ou de la prendre à 64 ans. Tous les Français ont une opinion sur le sujet. Et donc, le fait de mettre ça comme ça en catimini dans un projet de loi de finances rectificative, normalement, nous serions dans un état de droit avec des membres du Conseil constitutionnel faisant respecter l'esprit des institutions, ils auraient censuré toute la loi. D'ailleurs, pourquoi est-ce que le gouvernement avait inclus ce projet de loi dans un projet de loi de finances rectificative? C'était pour bénéficier d'une disposition qui a été récemment adoptée en loi organique, je crois, qui est que le recours au fameux article 49 alinéa 3, qui est un article, comme vous le savez, qui considère qu'une loi est adoptée à moins qu'il y ait une motion de censure qui fasse tomber le gouvernement dans les 24 ou 48 heures, je me rappelle plus, ou les 72 heures, eh bien, il a été décidé que cet article 49 alinéa 3, dont j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer la philosophie d'origine. À l'origine, il s'agissait de faire passer contre l'avis des députés une opinion voulue majoritairement par les Français. C'était ça l'esprit de De Gaulle. Aujourd'hui, ça sert à l'inverse. C'est-à-dire, il s'agit maintenant d'imposer aux députés et sénateurs de voter une loi contre la majorité des Français. Il y a une inversion complète. En attendant, là, il y a donc c'est un article très, très décrié, extrêmement controversé, et donc il y a une loi organique qui a prévu que l'on ne peut avoir recours durant une session parlementaire qu'une seule fois à cet article 49 alinéa 3 sur une seule loi. Et donc, le gouvernement avait prévu de ne pas en faire une loi séparée, mais une loi à l'intérieur du projet de loi de finances rectificative, parce que il est prévu également que l'article 49.3 peut être utilisé sans limite pour cette seule catégorie de lois qui sont les lois de finances rectificatives. Donc le Conseil constitutionnel aurait très bien pu dire c'est un détournement de l'esprit de la loi, c'est un détournement des institutions. On peut comprendre que l'article 49 alinéa 3 soit utilisé plusieurs fois pour des lois de finances rectificatives s'il y a des petits problèmes budgétaires ici ou là, mais là il s'agit d'un choix de société et donc ça ne peut pas être voté de cette façon. C'était impeccable. Il y avait d'autres arguments qui auraient pu être évoqués. Par exemple, le fait que ce passage, l'article qui fait le plus grief, c'est-à-dire l'âge de limite de la retraite de 62 à 64 ans, eh bien, on pouvait très bien faire valoir que cet article n'a jamais été voté, puisque le gouvernement ayant prononcé
la procédure d'urgence. Le LFI ayant multiplié les amendements qui ont retardé les débats à l'Assemblée nationale n'est même pas arrivée jusqu'à débattre de l'article que le projet de loi était déjà transféré au Sénat. De telle sorte que l'on a une loi d'une importance sociale absolument considérable qui a été adoptée par une mesure, en l'incluant dans les projets de loi de finances rectificatives, et qui, plus fort encore, n'a même pas fait l'objet de débat. Le passage de 62 à 64 ans n'a même pas fait l'objet de débat. Le Conseil constitutionnel aurait très bien pu dire, il aurait été dans son rôle, de dire que c'était impossible d'adopter une loi d'une telle nature sans qu'il y ait eu au minimum un débat sur le sujet. Je ne vais pas ici gloser sur tout le reste. Je veux simplement faire ressortir les grandes lignes. Les grandes lignes, c'est que nous avons en France une institution qui est en fait un gouvernement des juges, mais normalement, alors que ça devrait être un contre-pouvoir, les juges étant nommés par l'exécutif ou par le législatif, étant nommés par l'oligarchie qui a mis la main sur le pays, en fait, c'est que ces juges ne sont pas un contre-pouvoir, c'est un pouvoir supplémentaire contre le peuple. Je voudrais comparer à ce point de vue avec ce qui se passe outre-Rhin, chez nos amis allemands. En Allemagne, ils ont un tribunal constitutionnel, ils appellent ça tribunal. C'est le tribunal constitutionnel de Karlsruhe, qui est une ville de l'ouest de l'Allemagne, pas très loin de la France. Et ce tribunal, qui juge de la constitution allemande, il est nommé comment? Au lieu d'avoir des gens qui sont nommés 9 ans, ils sont nommés 12 ans. Mais les personnes qui y sont nommées, d'abord, il y a 2 chambres, il y a beaucoup plus que 9 personnes. Ils sont, je crois que ça doit être au total 25, il doit y avoir 12 et 12 ou 24 personnes. Les personnes qui sont dans ce tribunal constitutionnel sont élues et non pas nommées, et elles sont élues par le Bundestag et le Bundesrat, c'est-à-dire par l'équivalent de la Chambre de l'Assemblée nationale française et du Sénat. Et ces personnes doivent avoir des compétences tout à fait particulières en matière de droit constitutionnel. Hors de question d'y nommer un proche du chancelier ou d'y nommer. C'est d'abord et avant tout des gens qui sont sélectionnés sur leurs compétences. Le résultat d'ailleurs est très impressionnant puisque lorsqu'il y a eu les débats, par exemple, sur la Constitution européenne, sur le traité de 2005, là où les Français ont dit non, lorsque vous comparez l'avis qui a été demandé au Conseil constitutionnel français, ça tenait en 2 pages ou 3 pages, et ça se terminait en disant il faut simplement, il faudra faire modifier la Constitution française, alors qu'en Allemagne, ça avait un pavé énorme il y avait plus de 300 articles à l'allemande, extrêmement rigoureux, et avec des décisions à l'intérieur qui faisaient froid dans le dos des européistes, puisqu'il y a un article, alors je ne me rappelle plus si c'est 233 ou 263, j'ai pas eu le temps de le revoir, puisque là, les événements se précipitent en France. Il y avait quand même un article qui précisait quand même qu'il fallait absolument que la construction européenne devienne plus démocratique, sinon il n'y aurait pas d'autre choix pour l'Allemagne que de sortir de l'Union européenne. Vous voyez la différence incroyable qu'il y a en fait entre les deux pays. Alors en conclusion, je dirais il y a des conclusions à court terme et des conclusions à moyen terme. Les conclusions à court terme, je ne sais pas ce qui va se passer. Ce qui se passe en tout cas est très grave parce que ça prouve aux Français que toutes nos institutions sont vérolées. Qu'il n'y a plus un seul contre-pouvoir par rapport à un homme seul qui est à l'Élysée, qui de notoriété publique maintenant est considéré comme un dingue. Je ne suis pas le seul à le dire, maintenant c'est dans la presse allemande. Il y a eu le grand magazine allemand Der Spiegel, qui est un peu l'équivalent de l'Express, qui a fait un article en disant « Le président Macron a-t-il perdu la raison ?» Enfin, on en est là dans la presse internationale. On a donc à la tête de l'État quelqu'un qui a fait de cette affaire de la réforme des retraites une espèce de combat d'orgueil personnel. On a su par la bande que certains de ses proches avaient dit que, en fait, il se moquait du contenu, il voulait faire plier le peuple français, c'est son objectif. Son objectif, il prend un plaisir, on le voit, un plaisir malin au sens du mal, au sens du malin avec un grand M. Il prend un plaisir malin à faire souffrir les gens,
à faire souffrir les Français, à leur imposer coûte que coûte sa volonté, contre toutes les traditions démocratiques françaises. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer 50 fois. De Gaulle avait démissionné parce qu'il avait eu 47% des voix au référendum de 1969. Mitterrand, en 1984, avait renoncé à la réforme de l'éducation nationale parce qu'il y avait 2 millions de personnes dans les rues. Dans toute la tradition républicaine, c'est quand même que le président de la République sait qu'il n'est pas le roi. C'est pas lui, il n'a pas un pouvoir issu de Dieu. Il n'est que le représentant des Français. Et il doit, à tout instant, veiller que la politique qu'il mène est soutenue par la majorité des Français. Macron ne comprend absolument pas ça. Macron interprète la Constitution d'une façon extraordinairement inversée et perverse. Il considère qu'il est élu une fois tous les 5 ans, avec d'ailleurs un artifice extraordinaire de présentation des élections. J'ai déjà eu l'occasion 1000 fois de l'expliquer. Et une fois qu'on a arraché le consentement des Français en ne présentant qu'un seul candidat qui est paré de toutes les vertus, en cachant les autres et en dénigrant ceux qui ne plaisent pas aux milliardaires, on arrive à ce résultat. Et une personne qui, une fois élue tous les 5 ans, a mis sous sa botte tous les contre-pouvoirs. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Je pense que le gouvernement, bien entendu, joue sur le pourrissement, joue sur le fait que les gens vont se lasser de faire grève. Je ne suis pas sûr que ça va se passer comme ça. Je crains que la tension ne monte encore d'un cran parce que là, en fait, les Français sont dans une souricière. C'est-à-dire qu'on leur demande d'accepter l'inacceptable. Encore une fois, je rappelle que s'agissant des retraites, passer de 62 à 64 ans l'âge des retraites, ça veut dire qu'il y a des cotisants pauvres qui n'auront jamais de retraite parce qu'ils seront morts à 63 ans et demi. Et c'est ça l'objectif. Il s'agit de financer les retraites des plus riches des Français par des pauvres par centaines de milliers qui ne pourront pratiquement pas jouir de leur retraite. C'est un scandale absolu. Il est à craindre qu'il y ait donc des troubles de plus en plus manifestes, puisque que fait une population, que fait un peuple lorsque il n'a plus d'échappatoire ? On en est là. Il n'y a plus d'échappatoire institutionnel. Il y a donc que 2 possibilités en réalité. La première possibilité, c'est la violence. Une violence devenue immaîtrisable, avec destruction des institutions et pourquoi pas une révolution générale. Et l'autre hypothèse, c'est un effondrement de la société sur elle-même, un renfermement sur soi-même des Français qui ne pensent plus qu'à une chose, se terrer chez eux, ne plus travailler, fuir à l'étranger. Et l'on assiste d'ailleurs, j'aurai l'occasion d'y revenir dans une autre conférence, à cette espèce d'effondrement de la société française sur elle-même, parce qu'un peuple qui n'a plus de possibilité de diriger son propre pays, soit il verse dans la violence, soit il s'en va, il déprime. Voilà, c'est exactement ça. Alors, l'avenir est très inquiétant. J'en profiterai, ça sera ma conclusion, pour rappeler, je suis bien obligé de le dire, parce que sinon, si je ne le dis pas, personne ne le dira à ma place, qu'en 2017, parmi tous les candidats à l'élection présidentielle, sur ce sujet, comme sur d'autres, j'avais été le seul à formuler des propositions d'avenir. J'avais dit quoi ? J'avais dit qu'il fallait réformer le Conseil constitutionnel. Prenez mes textes de l'époque. J'avais dit qu'il fallait adopter le système à l'allemande, c'est-à-dire avoir des membres du Conseil constitutionnel qui seraient élus par les assemblées pour un mandat de 12 ans. On pourrait concevoir d'ailleurs qu'il y ait une majorité, pas une majorité simple, mais une majorité du style les 3/5 de l'Assemblée, ce qui forcerait les groupes parlementaires à s'entendre. Ça veut dire que, par exemple, dans le cadre actuel, il n'y aurait pas que des membres qui seraient choisis par En Marche, il y aurait forcément une entente qui serait nécessaire pour pouvoir nommer les membres du Conseil constitutionnel, avec des membres qui auraient de la préférence de LFI et d'autres qui auraient la préférence du Rassemblement national, de telle sorte que l'on ait une meilleure répartition des opinions politiques. J'ajoutais également dans mon programme que les membres du Conseil constitutionnel devaient être choisis parmi des spécialistes du droit constitutionnel et qui n'auraient eu aucune affinité politique connue. C'est-à-dire que ça interdit, avec mon projet de réforme, de nommer au Conseil constitutionnel des anciens ministres, des anciens parlementaires, des anciens maires, des gens encartés chez Pierre-Paul Jacques. Non. C'est avoir uniquement des professeurs de droit constitutionnel.
C'était la deuxième réforme que j'imposais. Et la troisième, c'était que de fixer comme objectif aux membres du Conseil constitutionnel de faire respecter la loi et l'esprit des institutions, quoi qu'il en coûte. Avec 12 ans non renouvelables, ça le permettait d'ailleurs de voir venir. Et ceci, afin d'éviter le naufrage du Conseil constitutionnel qui est ce soir consommé. Parce que je rappelle que le Conseil constitutionnel a aussi l'obligation constitutionnelle de valider les élections législatives. Donc c'est lui qui, de temps en temps, annule une élection législative s'il y a eu des soupçons de triche et si les candidats sont arrivés à quelques dizaines de voix près. C'est le Conseil constitutionnel qui le fait. Mais le Conseil constitutionnel, il est surtout chargé aussi de la légalité, du bon déroulement de l'élection présidentielle. Et de ce point de vue-là, le moins que l'on puisse dire, c'est que le Conseil constitutionnel est complètement discrédité. D'abord parce qu'il tolère que l'élection présidentielle soit complètement frelatée depuis le départ, puisque j'ai eu l'occasion de vous le dire, vous l'avez vu en 2017, vous l'avez vu en 2022, tous les candidats, au lieu d'être sur la même ligne de départ et d'avoir les mêmes chances, ce qui signifierait, comme en 1965 sous De Gaulle, que tous les candidats aient exactement le même temps de parole et qu'il n'y ait aucun commentaire autorisé des journalistes sur les candidats, pour que tout le monde soit sur la même ligne comme aux Jeux Olympiques. Non, et le Conseil constitutionnel avalise ce système où vous avez des candidats qui, comme Macron, qui ne s'est jamais présenté à quoi que ce soit, a eu 25% du temps de parole, alors que moi-même, qui m'étais présenté notamment à des élections législatives partielles ou régionales, où on avait fait 1% des suffrages, eh bien nous avons eu 0,8% du temps de parole. Donc le Conseil constitutionnel avalise ce système. Il avalise donc un système d'élections présidentielles qui ne sont plus des élections honnêtes, ni transparentes, ni fair-play. Ce sont des élections qui sont biaisées d'emblée pour que les candidats, que 2-3 candidats simplement puissent participer au deuxième tour. Le Conseil constitutionnel, donc, ne remplit pas les fonctions qui lui sont attribuées par le titre 7. Il y a même encore plus, pire si j'ose dire, c'est que le Conseil constitutionnel, c'est lui qui décide de la validité d'une élection présidentielle. Or, je rappelle que en 1995, Jacques Chirac avait complètement pulvérisé les financements de sa campagne présidentielle. Normalement, au vu des états financiers, le Conseil constitutionnel aurait dû dire « Désolé, Monsieur Chirac, mais vous ne pouvez pas être élu président de la République parce que vous n'avez pas respecté la loi, vous avez dépensé beaucoup plus. » Pareil d'ailleurs pour Nicolas Sarkozy, qui a dépensé 2 fois plus que le plafond autorisé, et le Conseil constitutionnel a avalisé ça. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est maintenant la porte ouverte pour les milliardaires de donner des millions, des dizaines de millions aux candidats de leur choix. Puisque actuellement on voit que les milliardaires hésitent un peu encore sur celui qui devrait succéder à Macron. Et donc ils veulent nous imposer à la population française Monsieur Édouard Philippe, qui est un escroc de la même nature que Macron. C'est lui qui est responsable de l'explosion de 600 milliards d'euros de dette. C'est lui qui est responsable de quantité de méfaits à l'encontre de la population française, notamment au moment de la Covid. Il est en faveur de porter l'âge de la retraite à 67 ans. Il soutient mordicus l'Ukraine, l'OTAN contre la Russie. Enfin bref, c'est Macron empire. Eh bien, d'ores et déjà, on voit que les médias montent et font monter Monsieur Édouard Philippe, en prétendant que c'est la personnalité préférée des Français, ce qui est totalement faux. Je suis français comme vous et moi. Enfin, est-ce que vous connaissez autour de vous des gens qui vous disent « Ah, moi j'en pince pour Édouard Philippe ». Non ! Tout le monde, d'abord beaucoup de gens ont un peu oublié qui c'était, et quand on leur rappelle, les gens disent mais qu'est-ce que c'est ? On dirait, je sais pas, on dirait un panda, etc. C'était le mauvais jeu de mots qu'avait fait Mélenchon à son égard au sujet de ses problèmes de dépigmentation. Enfin, les gens n'ont aucune envie d'avoir Monsieur Édouard Philippe comme président de la République, et pourtant, c'est ce qui commence à être mis en œuvre avec des faux sondages, avec sans doute des financements torrentiels qui vont lui être versés, puisque de toute façon, on sait que le Conseil constitutionnel, si M. Édouard Philippe, ce qu'à Dieu ne plaise, était élu en 2027, on sait que de toute façon, quand bien même pulvériserait-il 10 fois le plafond de dépenses,
Il serait totalement soutenu par les milliardaires. On sait que le Conseil constitutionnel n'invaliderait pas son élection. On est donc arrivé à la fin d'un cycle. Voilà, d'un cycle historique. Le Conseil constitutionnel, ce soir, en validant la quasi-totalité de la loi sur les retraites, vient de manquer une occasion historique de se redresser et de redonner foi dans les institutions françaises par le peuple français. Alors, plus précisément, le Conseil constitutionnel a avalisé tout le projet de loi. Il a retoqué simplement des dispositions marginales, d'ailleurs c'était déjà sorti dans la presse il y a quelques jours, concernant notamment l'indice senior, qui n'emporte aucune conséquence financière. Et donc ça avait d'ailleurs été manigancé, en fait, à l'origine, avec l'exécutif, très probablement, en mettant des petits trucs ici ou là pour que, globalement, le Conseil constitutionnel puisse offrir le spectacle de refuser tel ou tel point de détail. Mais l'indice senior, en fait, tout le monde s'en fout. La seule chose qui compte dans cette histoire, c'est l'âge de départ à la retraite qui est validé pour aller jusqu'à 64 ans. J'en profite d'ailleurs au passage pour rappeler que la position que j'ai et celle de l'UPR, c'est que nous sommes contre un âge de départ à la retraite. La seule chose qui devrait compter, c'est le nombre de cotisations. C'est-à-dire 42 ans de cotisation. De telle sorte que si on commence à travailler à 16 ans plus 42, ça fait 58 ans. Des gens commençant à cotiser à 16 ans doivent pouvoir partir à la retraite à taux plein à 58 ans. En revanche, quelqu'un qui a commencé, après de longues études, qui commence sa vie professionnelle à 27 ou 28 ans, mettons, et ça arrive, 28 plus 42, ça fait 70 ans. Ces personnes devraient partir à la retraite à 70 ans à taux plein. Ça, ce serait la logique, ça serait conforme à la justice sociale, ça serait conforme au fait que tout le monde doit cotiser la même durée. Tandis que le système actuel, qui mélange la durée minimale de cotisation de 42 ans plus un âge de départ à la retraite, pénalise de façon dramatique les catégories les plus modestes de la population, favorise de façon scandaleuse les catégories les plus aisées de la population. Mais si je reviens aux décisions du Conseil constitutionnel de ce soir, non seulement ils ont validé ce principe, mais en plus de ça, ils ont également rejeté le référendum, la demande de faire un référendum d'initiative partagée que proposait la gauche. Donc, c'est presque de la provocation, cette décision du Conseil constitutionnel, compte tenu de l'état d'esprit des Français et de la population. C'est un véritable brasier que le Conseil constitutionnel vient d'enflammer de nouveau. Et enfin, on a appris que Emmanuel Macron a décidé de jeter des tonnes de kérosène supplémentaires sur ce nouveau brasier, puisque après avoir passé la journée à circuler dans l'île de la Cité à Paris, qui avait été complètement vidée de ses habitants, puisque Macron ne peut plus se déplacer en France sans tenir à une distance de plusieurs centaines de mètres, voire de kilomètres, les Français. Voilà, il dirige la France, il s'enferme dans une autocratie comme Ceausescu, mais en plus de ça, il a annoncé il y a quelques instants qu'il allait donc promulguer la loi sous 48 heures, c'est-à-dire la faire publier au journal officiel pour qu'elle entre en vigueur. Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait cette ultime chance d'avoir encore des négociations et qui était ça. Ça veut donc dire que Macron a choisi l'épreuve de force, alors qu'il est vomi par au moins 80% de la population française, alors que la France est au bord de l'explosion sociale, eh bien il choisit le passage en force. Voilà la situation de la France telle qu'elle est. Et la décision qu'il a prise ce soir est d'une extrême gravité, je pèse mes mots, parce que ça veut dire que désormais les Français n'ont plus que le choix entre soit l'abandon, la fuite, l'émigration, et de plus en plus de gens y sont, je vous en parle, ou bien la fuite dans la violence, dans l'alcool ou dans le je m'en foutisme, ou alors la révolution violente. Voilà le point où l'on en est. Pour ce qui me concerne, je resterai toujours ici auprès de vous pour essayer de faire prévaloir ce que je pense être la voie du bon sens, une voie réaliste et raisonnable. Pour ce qui nous concerne, nous voulons faire prévaloir les grands principes républicains et de la démocratie. Il y avait, en 2017, dans mon programme, parmi beaucoup d'autres choses, une réforme du Conseil constitutionnel que j'ai eu l'occasion de vous présenter tout à l'heure et qui est une voie d'avenir. Il est tellement dommage qu'en fait, pratiquement aucun Français n'ait été informé
du contenu de mon programme de 2017. Si les Français m'avaient élu à la place de Macron, je peux vous dire que nous n'en serions pas là. Vive la France. Vive la République.